Bienvenue au petit cours d'histoire féministe. J'ai intitulé l'épisode d'aujourd'hui L'idéologie des sphères distinctes ou comment tout a commencé à mal aller pour les femmes dans les sociétés occidentales. Je vais me concentrer aujourd'hui sur le cas du Québec et du Canada parce qu'il faut que je fasse des choix et que je peux pas tout expliquer et que je sais pas tout non plus. C'est principalement au 19e siècle qu'émerge ce courant de pensée-là, mais vous verrez que ce dont je vais parler va probablement résonner en vous et que même si ça fait plusieurs centaines d'années que des idées ont gagné en popularité, il y en a quand même beaucoup d'entre elles qui ont survécu, qui se feraient un chemin jusqu'à nos jours, qu'on voit se déployer même encore aujourd'hui dans nos sociétés actuelles. C'est le cas pour le sexisme qui a très bien survécu à l'épreuve du temps. Durant l'Ancien Régime, sur le territoire québécois, on vit au sein d'une société fondamentalement rurale où la gouvernance est autoritaire royale. Femmes et hommes blancs ont un statut commun de sujet du roi. Mais ceci va changer au courant du 19e siècle où la Nouvelle-France, maintenant sous contrôle britannique, subit plusieurs transformations. Peu à peu, on passe d'un monde agraire à une société beaucoup plus urbaine, industrielle et en voie de démocratisation. Là, vous comprenez que j'accélère vraiment beaucoup. Évidemment, les changements sont plus compliqués et plus graduels que ça, mais j'essaie de ne pas dépasser 5 minutes de contenu. Mais bon, dans nos sociétés, on voit apparaître de nouveaux rapports de genre qui ne reposent plus sur la subsistance et la complémentarité des rôles pour la survie, c'est-à-dire l'idéologie des sphères distinctes. Cette école de pensée contribue à la diffusion d'un idéal bourgeois et de la pensée républicaine selon laquelle femmes et hommes sont fondamentalement différents et ne peuvent remplir les mêmes rôles en société. L'idéologie des sphères distinctes, largement explorée par Jean-Jacques Rousseau dans bon nombre de ses écrits, suggère que les femmes sont nécessairement associées à la procréation et aux soins des enfants, et par conséquent, elles sont vouées à la famille et elles ne peuvent renoncer à cette allégeance innée sans agir contre leur nature. Cette idée, dans la bourgeoisie canadienne-française, va vraiment se répandre comme une traînée de poudre et aura vraiment un rôle crucial dans la création des rapports de sexe au Québec, mais aussi partout en Occident. Au 19e siècle, en Europe comme en Amérique, on pense que les femmes doivent être exclues de la vie politique et demeurer confinées à la sphère privée, c'est-à-dire le foyer familial. De plus, le sexe devient la première ligne de démarcation entre les gouvernants et les gouvernés. Je vais citer ici un extrait de l'ouvrage de Alan Greer, un historien qui s'est penché sur les rapports sociaux de sexe au 19e siècle. Inspiré par une certaine interprétation de l'histoire de la Grèce et de la Rome antique, les républicains modernes comme Jean-Jacques Rousseau croient que seuls les hommes sont qualifiés pour assumer les responsabilités du citoyen. Ils sont plus qualifiés pour la guerre et, croit-on, tous les bons citoyens doivent être prêts à défendre leur pays sur le champ de bataille. Rousseau est surtout convaincu que les hommes sont par nature plus aptes à subordonner leur égoïsme et leurs intérêts particuliers au bien de la collectivité. La femme qui se confine dans son rôle domestique est alors vénérée, mais celle qui s'aventure dans le monde politique suscite une profonde méfiance. Non seulement la nature n'a-t-elle pas doté les femmes des dons requis pour s'occuper des affaires publiques, mais leur tentative d'y participer met directement en danger la vie sacrée du couple. Et ce qui va arriver, c'est que les intellectuels canadiens-français comme Louis-Joseph Papineau et Louis-Hippolyte Lafontaine vont se mettre à lire Jean-Jacques Rousseau et se dire que, coudon, ça a vraiment du bon sens ce qu'il dit. En 1834, le gouvernement Lafontaine-Baldwin retire le droit de vote aux femmes qui le possédaient depuis 1791 parce que le droit de vote était basé sur la propriété et plusieurs veuves notamment exerçaient leur droit de vote. Et en 1849, la loi électorale exclut officiellement les femmes du suffrage. Fait intéressant, La Fontaine est un bon chum à Papineau et les patriotes pensent en général des choses pas tant nice des femmes qui s'intéressent à la politique. Et c'est pas parce que les patriotes étaient fondamentalement de mauvaises personnes, c'est juste que pour des hommes de leur temps qui gravitaient dans des cercles intellectuels, politiques, qui partageaient des idéaux communs et surtout du pouvoir, c'était peut-être une trop grosse menace à leur privilège de penser à renoncer à une partie de ce pouvoir-là. Bref, c'est ce qui conclut cet épisode du petit cours d'histoire féministe et vous voyez peut-être un peu mieux d'où on part quand on pense au fait que les femmes sont toujours minoritaires dans les lieux de pouvoir comme l'Assemblée nationale et se font toujours attribuer la majorité des responsabilités familiales. Encore une fois, si vous avez des suggestions, des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire, ça me ferait très plaisir de répondre à vos questions et d'échanger avec vous. On se revoit dans les semaines suivantes pour un autre épisode du petit cours d'histoire féministe. À bientôt!